Nous devons nettoyer une sculpture de très grande qualité qui est un unicum et on doit utiliser des procédés, des techniques de mise en œuvre qui ne nuisent pas à l'intégrité des sculptures. Non seulement l'intégrité des sculptures, mais également leur épiderme, la patine, enfin toute l'histoire que ces sculptures montrent. Alors ça c'est la 2, 3, la 4. Donc là on en a une ici. Celle-là c'est bon. Celle-là elle n'est pas encore patinée. Qui n'est pas patinée, donc il faut en faire la photo, donc c'est à l'est. Ce qui est très important dans ces sculptures, c'est qu'effectivement il faut retirer les noircissures, les traces sales qui assombrissent la sculpture et ne permettent pas la bonne lecture de la sculpture, mais que par ailleurs, le nettoyage doit être doux afin de garder toute la patine. Dans toutes les autres techniques qu'on utilise, qu'on emploie, il y a toujours une abrasion de la pierre, dans le micro-sablage. Même s'il est très doux, il y a une fine poussière qui touche la pierre. Dans la brumisation, c'est l'eau qui a cette action de délaver la pierre, donc de nettoyer la salissure. Avec le laser, c'est de la lumière, donc il n'y a pas un instrument qui touche la pierre. À partir de là, la surface de la pierre reste intacte. Sur toutes les sculptures ici, il y aura des compresses aussi qui seront passées soit avant, soit après le laser, soit pour dégrossir le travail, soit pour atténuer une couleur jaune qui est due à la crasse qu'il y avait sur la pierre. C'est toujours une adaptation de la technique au cas de restauration qu'on a, au cas de nettoyage et au rendu voulu aussi. Il y a les deux paramètres qui jouent. Et donc ici, on va coupler les techniques tout le temps. C'est de l'eau distillée simplement et de la pulpe de papier qu'on mélange et qu'on applique ensuite sur la sculpture. C'est un procédé assez simple. Il y a de l'or là. Ici on en voit un petit peu de l'or sur le rouge. Oui. Pour le régler. C'est minuscule mais... Oui. Et en même temps la silicatisation passe par-dessus en fait la polychromie. Enfin on a des... Donc ça permettrait quand même de dater. On le sait. Viollet-le-Duc écrit quelque part que la Vierge du Portet Saint-Anne était dorée. Entièrement dorée. Ça peut être une préparation pour la dorée. Il faut tout de suite voir un prélèvement pour savoir de quand ça date. Ça, c'est très important. Bon, on vous laisse. Une sculpture, si elle est polychrome, une sculpture ancienne avec une polychromie ancienne, c'est aussi précieux qu'une sculpture qui ne serait pas polychrome. Donc tous les restes de peinture doivent être préservés avec la même énergie que l'on met à préserver l'épiderme d'une sculpture. On détourne tout ce qui sont zones polychromes parce qu'on sait que le laser peut être dangereux, peut entraîner une oxydation de cette zone. On peut détourer facilement cette zone et les traiter avec une micro-gommage, un micro-sablage très fin, vraiment très fin. Il peut y avoir des alternances. Sur une arcature, ça soit de telle couleur, sur l'autre d'une autre couleur. Pour l'instant, c'est pas facile de préciser quoi que ce soit en fait pour la polychromie. Il faut attendre. On puisse déjà pouvoir étaler toutes les arcatures ensemble et voir où on a positionné la polychromie et essayer de trouver une logique. Chacune des sculptures, de tout le portail, sont dessinées comme ça. Il y a un schéma avec le relevé des altérations, les interventions qui ont été faites, le maximum de renseignements, puisqu'après, on ne pourra plus... on ne peut pas remettre un échafaudage à chaque fois. Dans le gros dossier, là, en fait, ils font des analyses. Voilà, en fait, ça, c'est des analyses, c'est des fiches stratigraphiques. Ils prennent des écailles
Ils prennent des petites écailles de polychromie sur la sculpture. Ensuite, ils les incluent dans une résine, ils font des coupes et ils regardent au microscope combien il y a de couches qui se superposent les unes par rapport aux autres. Ils sont notés normalement sur un schéma pour être sûr de l'agencement des couches stratigraphiques. Rajouter un doigt parce qu'il est coupé, ou rajouter une mèche de cheveux, ou rajouter un bout d'aile cassée d'un ange, tout ceci ne nous paraît pas utile parce que la cassure est très ponctuelle et vue d'en bas, je pense, elle n'est pas lisible. Et donc notre stratégie et notre décision est de ne faire aucun apport nouveau et de laisser les parties cassées, de les laisser telles qu'elles sont. On n'a pas le droit de reproduire les choses, on n'a pas le droit de créer. Et tout le travail qu'on fait, c'est surtout réversible. Alors ça veut dire que si d'ici à un siècle, quelqu'un a trouvé mieux, il pourra effacer le travail qu'on a fait. On découvre par exemple les petites traces, on découvre les reliefs, les traits qui ont laissé les outils pour tailler la pierre. On pense que quelqu'un a laissé ça il y a des siècles. On voyait que les anciens sont passés il y a 400, 500 ans, 1000 ans, c'est formidable de pouvoir toucher ce qu'ils ont touché. Moi j'aime bien avoir le contact avec ce que j'ai fait, de pouvoir le toucher, le caresser. On passe plus de temps dans notre métier à pouvoir toucher qu'avec une femme, quoi. Quand on fait du plan, on le touche, on le sent, on le caresse, on lui parle. Et quand on se rencontre avec des tailleurs de pierre, ça, on ne parle que des monuments. Sur tel chantier tu es, telle église, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de football, on ne parle pas à rien. On ne parle que des monuments historiques. On s'échange des petites combines, ce qu'on dirait, quoi, des petites astuces pour faire ça, pour faire ça. Moi, au début, je pensais qu'on avait quand même déjà tout écrit sur Notre-Dame, et en fait, on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais. Bon, on a toute cette atmosphère de travailler en équipe, d'être sur un chantier, d'être sur Notre-Dame, d'avoir des anges et des prophètes autour de nous. Non, puis le résultat est pas mal quand même. Hein.